Bonsoir, merci chers amis followers de votre chaîne YouTube Dakar Matin. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Maître Saïd Larifou, qui est membre du pool des avocats de Ousmane Sonko, présentement en prison au Cap Manuel, et qu'il y a un bouillonnement politique que l'on constate dans notre pays suite à l'interview du président de la République. Le peuple sénégalais attend toujours la date pour la tenue de la présidentielle. Vous connaissez très bien cette crise. Maître, merci d'avoir répondu encore à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Maître, vous regardez ce bouillonnement politique dans notre pays, avec un peuple qui a l'habitude quand même d'aller de manière régulière à des élections, mais pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, le peuple est à la limite suspendu à une décision du président de la République pour la tenue de l'élection présidentielle. Comment vivez-vous tout cela? Bon, c'est vrai que c'est une remise en cause d'un acquis démocratique que certains tentent de faire subir au peuple sénégalais. Mais je constate aussi que c'est un peuple mûr et politiquement très, très, très conscient des enjeux et puis de la nécessité pour lui de faire tout ce qui est à son pouvoir pour conserver cet héritage démocratique. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, je constate avec plaisir, et je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est un constat qui est partagé par tous les peuples d'Afrique qui ont maintenant les yeux braqués sur le Sénégal, enfin, pas maintenant, mais depuis quelques années, braqués sur l'actualité politique sénégalaise. Et ce peuple d'Afrique constate avec un immense plaisir la résistance des institutions constitutionnelles du Sénégal. Ce sont des institutions suffisamment solides pour justement faire face à certains appétits de pouvoir. Bon, donc, des institutions solides contre des appétits de pouvoir, et puis un peuple éveillé qui est tout à fait disposé à se mobiliser dignement pour conserver son héritage démocratique. Bon, donc, vous savez, quelquefois, il y a des crises qui sont nécessaires. Oui, il y a des crises quelquefois qui sont nécessaires. Et je pense que ce que le Sénégal vit, moi je l'ai dit en tant qu'observateur africain, c'est que le Sénégal vit en ce moment est peut-être une très 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 bonne opportunité pour ce grand pays de revoir un peu certains points faibles et puis de consolider aussi son point fort et tout. Bon, donc c'est une occasion de mesurer aussi la capacité et des Sénégalais et des institutions constitutionnelles de leur capacité de s'adapter par rapport à des exigences tout à fait nouvelles et puis aux défis nouveaux que la société sénégalaise, comme les autres sociétés africaines, sont confrontées. Bon, moi, je vois donc les choses positivement. Oui, positivement, mais c'est également un raté pour un président qui a été élu en 2012, réélu en 2019. Tous ses prédécesseurs, quand même, ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau, quand même, de blocage de nos institutions. Donc c'est quand même triste pour le président Macky Sall de rater comme ça sa sortie. Oui, bon, effectivement, bon, je pense que s'il y a quelqu'un qui est malheureux, je l'ai suivi hier à la télé, lorsqu'il dit qu'il a exposé sa réputation et puis sa personne pour faire ce qu'il pensait peut-être être la meilleure des solutions par rapport à un contexte politique qu'il a lui-même provoqué, puisqu'il est le président de ce grand pays depuis, si je ne me trompe pas, depuis 12 ans. 12 ans. Depuis 12 ans. Bon, donc tout ce qui s'est passé depuis son accession au pouvoir jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé dans ce pays et de sa responsabilité, relève de sa responsabilité. Il est le garant de la situation sociale, de la situation politique, et puis du bon fonctionnement des institutions de ce grand pays. Bon, donc il est l'unique et le seul responsable de ce qui s'est passé dans ce pays. Si à un moment, bon, il parle d'une crise ou bien d'une situation conjoncturelle, c'est un terme qu'il a employé hier, bon, espérons, ça arrive à tout un chacun.
y compris à des gens qui sont amenés à diriger des grands pays comme ça, qui a des ambitions, et puis qui a aussi une réputation au niveau du continent, et puis c'est une référence au niveau de notre continent, au continent africain. Et puis au niveau international, il ne faut quand même pas oublier que le Sénégal est l'interlocuteur, le pays interlocuteur des autres pays, des autres continents, des organisations internationales par rapport à ce qui se passe en Afrique. Donc c'est un des principaux interlocuteurs pour les situations, les conflits en Afrique. Bon, donc c'est une lourde responsabilité qu'à un moment, pour des raisons ou une autre, qui lui semblait justifié, il pensait prendre des décisions ou bien des résolutions et qu'il revient en arrière, bon, c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour le Sénégal. Moi, ce que je retiens de ses propos, de son intervention d'hier, je retiens deux choses. En tant que d'abord l'avocat de monsieur, l'un des avocats de M. Ousmane Sonko, et puis en tant que musulman, puisqu'il est musulman, c'est un pays 95% de musulmans. Voilà, qui est ouvert à toutes les opinions, à toutes les religions. Mais si je ne me trompe pas, il est de confession musulmane, le président Macky Sall. Et puis, troisième aspect que je soulignerai en tant qu'Africain. Bon, donc, il y a trois sensibilités hier qui se sont exprimées lorsque je l'ai entendu parler. Quelles sont ces trois sensibilités? Sensibilité en tant qu'avocat de M. Ousmane Sonko. Et là, qu'est-ce que vous retenez concrètement? Par rapport à mon client? Oui, par rapport à qu'est-ce que vous retenez? Parce qu'il a parlé à maintes reprises de décrispation, de sens du pardon. Il en a parlé ça revenait. On sentait quelqu'un qui, à un certain moment, un président qui s'est rendu compte que s'il partait dans certaines conditions, il allait laisser un pays dans le chaos. C'est pourquoi il n'a de cesse de parler de décrispation. Il allait même jusqu'à évoquer une loi d'amnistie en rappelant par le passé des actes que ses prédécesseurs ont eu à faire. Qu'est-ce que vous retenez de cela? Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de trois sensibilités d'avocats, d'Africains et de musulmans, puisque je le suis également. Tout à fait. Bon, lorsqu'il parle de pardon, c'est un terme qui est revenu, si je ne me trompe pas, 3 fois dans ses propos. C'est un terme très fort, hein, lorsque c'est prononcé par un chef d'État musulman qui s'adresse, même si, bon, certains parlent qu'il s'adressait aux Sénégalais, à la nation, il s'adressait plutôt à la presse, et non pas à la nation, même si les Sénégalais étaient très attentifs et les observateurs sur tout ce qu'il disait. Bon, lorsque vous parlez dans une situation d'une extrême gravité, d'une crise d'une certaine gravité, comme celle que la société sénégalaise vit en ce moment, et que vous revenez à plusieurs reprises sur le thème de pardon en tant que musulman, peu importe votre nationalité, mais vous ne pourrez pas rester indifférent. J'étais effondré d'émotion lorsque je l'ai vu revenir plusieurs fois sur ce terme, et c'est un terme qui n'est pas choisi par hasard. Macky Sall, il faut le reconnaître, il a des références religieuses, il a des références philosophiques et puis des références politiques, et le mot pardon a été choisi opportunément pour dire qu'il faut aller de l'avant, mais dans l'apaisement. C'est ce que j'ai compris. En tant qu'avocat d'Ousmane Sonko, je me suis dit, bah, écoutez, bon là, moi j'ai un client qui est privé de ses droits depuis 12 ans, au moins. Depuis 12 ans au moins qui est privé de ses droits, qui était fonctionnaire, qui a été radié de la fonction publique par M. Macky Sall lui-même, puisque le décret qui a déchu mon client de ses droits en tant que fonctionnaire, au fonctionnaire, c'est M. Macky Sall lui-même. C'est lui qui a pris le décret contre M. Ousmane Sonko. Tout à fait. Et c'est M. Macky Sall lui-même, qu'on le dit, certains ne veulent pas l'admettre, mais Ousmane Sonko est en prison pour des raisons politiques. Ça n'a rien de judiciaire. Le judiciaire, c'est un vernis qu'il fallait absolument trouver un prétexte judiciaire pour le foutre là où il est en ce moment. C'est par rapport à un climat qui a été aussi politique bien entretenu que M. Ousmane Sonko est empêché d'être candidat aux élections présidentielles. Et c'est pour cette raison aussi politique que M. Ousmane Sonko est privé de ses droits politiques. Et pour que son parti aussi, PASTEF, n'a plus d'existence légale, même si nous contestons cette décision aujourd'hui. Et puis, je ne parle pas d'autre chose, l'humiliation dont a été victime mon client, puisqu'il a été humilié, il a été bastonné,
Et moi, j'ai vu votre reportage lorsqu'il était dans sa voiture. Il a été malmené. Et beaucoup de gens qui, à mon avis, n'appréciaient pas du tout mon client, ou bien qui n'avaient aucune raison quelconque de lui exprimer la moindre sympathie. Mais lorsqu'ils ont vu votre reportage, ils sont revenus en arrière pour dire, écoutez, ce monsieur-là, il incarne quand même quelque chose. Se faire brutaliser et garder sa dignité, puisque, vous voyez, il y a des choses qui doivent être dites. Lorsque une personne, moi-même, je ne sais pas si j'aurais eu la capacité de me maîtriser. Vous voyez, sortir de sa voiture, brutaliser, et puis je vis d'autres scènes également, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la maîtrise. Et à partir de là, vous dites, non, il incarne quelque chose. Ceux qui essaient de lui faire du mal se font eux-mêmes mal, vous voyez, puisqu'ils ne le connaissent pas. Donc c'est dans ce contexte que le terme de pardon, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est humaniste africain, puisqu'on est en Afrique, que ce terme de pardon a son sens. Moi, je pense qu'il a dit beaucoup de choses, mais tout doit répartir à partir de ce terme de pardon. Et puis, il y a certains qui vont dire, est-ce qu'il est sincère ou non? Ça, c'est son problème. C'est un problème de conscience. Et comme il est musulman, il a aussi des comptes à rendre à son créateur, n'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'être humain, en tant que musulmans, on constate, on prend volonté, acte. Voilà. On prend acte. On constate, on prend acte. Voilà. On constate et on prend acte. Voilà. Et puis le reste, c'est le Tout-Puissant qui sait. Et puis c'est votre problème avec votre... Et on va juger sur pièce. On va juger sur pièce. Mais ce qui est important de dire dans le contexte actuel, puisqu'on dit beaucoup de choses, qu'Ousmane Sonko est en train de négocier, Ousmane Sonko... J'allais vous interpeller sur cette question. J'anticipe, alors je vous laisse. Alors, je vais vous interpeller parce que... Je ne vais pas faire le journaliste. Parce que lui-même, hier, le président en a parlé, mais il n'a pas parlé de discussion entre Ousmane Sonko et lui, mais il a dit... de tout le temps, il y a eu des médiateurs qui ont voulu un climat apaisé dans ce pays et tout cela. Mais est-ce que votre client négocie avec Macky Sall? Je veux être direct. Voilà. Moi, je vais être aussi direct pour dire que le thème de négociation ne correspond pas au profil de mon client. Négociation, dialogue, discuter, il est ouvert. C'est un homme d'État qui aspire à diriger ce grand pays. Il a les épaules qui sont taillées pour le job, pour le travail, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, il y a un profil qui est le sien, qui est celui d'un homme d'État, d'un futur chef d'État, ouvert à la discussion, ouvert au dialogue, ouvert à tous les Sénégalais. Il n'est l'ennemi de personne. Il faut que ça se sache. Ousmane Sonko n'est l'ennemi de personne. Il est le frère de tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Donc, il est amené à discuter avec tout le monde, même ceux qui pensaient lui faire du mal. Et qui se sont rendus compte que... Ils se sont rendus compte que non, ça se retourne contre eux, vous voyez? Bien sûr. Et ça, c'est très, très, très important. En ma qualité d'avocat de M. Ousmane Sonko, qui est donc amené à examiner, à observer tout ce qui peut porter atteinte à sa dignité, à sa considération, à ses droits, je me dois me liguer avec mes autres confrères pour dire stop. Donc, c'est pour cette raison qu'une émission comme la vôtre, c'est une mission utile, importante pour nous, de rétablir un certain nombre de choses. Donc, lorsqu'on attend un terme négociation, on dit non, c'est péjoratif, c'est réducteur pour un homme d'État. Un homme d'État ne négocie pas. Un homme d'État, il dialogue, il écoute, il discute. Surtout, lorsque vous êtes en prison, vous n'êtes pas libre. Ouais. Lorsque vous êtes en prison... En plus, vous n'avez pas de parti. Non, vous n'avez pas de parti, vous êtes déchu de vos droits, et puis vous êtes entre les quatre murs. Votre capacité d'analyse est réduite. Et vous n'êtes plus en mesure de discuter avec qui que ce soit. Les gens peuvent aller le rendre visite, etc. Bon, c'est normal qu'il cherche à discuter avec lui, puisque qu'on le veuille ou non, c'est le futur chef d'État du Sénégal. Il est taillé et il a l'épaule, il a les sens des responsabilités, et puis bon, il a la chance aussi d'incarner l'espoir, et puis de faire rêver aussi la jeunesse sénégalaise. Vous voyez, la plupart de ceux qui militent, ceux qui manifestent, la plupart d'entre eux, bon, j'ai mené ma petite enquête puisque je suis avocat de M. Ousmane Sonko. Oui, bon, la plupart, que ce soit ceux qui sont ici ou bien dans la diaspora, je peux vous dire, chers frères, que 90% d'entre eux n'ont jamais fait de la politique.
Mais il trouve aujourd'hui Il te parle de projet. Ah oui, il te parle de projet. Voilà. Donc aujourd'hui, il trouve un intérêt légitime de s'engager par rapport à une vision, par rapport à un projet qui est incarné par M. Ousmane Sonko. Et puis ses amis aussi de PASTEF et tout. Bon, donc, moi j'estime que si vous avez cette responsabilité, ce sens, et il a le sens de la responsabilité, vous ne pouvez pas. Et ça, je pense qu'il faut aussi éviter la démagogie. Vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau de responsabilité et de prise de conscience de vos responsabilités, ne pas discuter. Mais les discussions porteront sur quoi? Porteront, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la discussion, mais moi je défends... Parce que hier, le président n'a pas exclu la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye en refilant la patate chaude en disant que oui, ces avocats peuvent intervenir dans le dossier pour qu'ils puissent être sortis de prison. Bon, je ne sais pas, il faut voir ce qu'il voulait dire, puisque là-dessus, il n'était pas très explicite. Il n'était pas très clair. Voilà, il n'était pas très explicite. Mais il est évident que toutes les voies de recours judiciaires et autres que nous pourrons engager pour que notre client retrouve ses droits. C'est un engagement que nous avons tous pris, tous ces avocats. J'ai eu à le rappeler à plusieurs reprises dans les différentes interventions que j'ai eu à faire dans les médias, pour dire que, écoutez, pour Ousmane Sonko, ceux qui pensent l'avoir achevé politiquement, ou bien l'enterrer politiquement, il faut qu'ils sachent que nous disposons encore des moyens juridiques, nous disposons d'autres moyens pour justement rétablir tous ces droits. Bon, donc, nous sommes très attentifs. Nous avons pris acte de ce qui a été dit hier par le chef de l'État, et nous verrons comment analyser avec notre client ce qui a été dit hier, mais il est hors des questions de parler des négociations quelconques, puisqu'il n'y a pas de négociation. C'est eux qui l'ont mis là où il est. C'est facile, il faut rétablir ses droits. Il faut rétablir ses droits. Si je ne me trompe pas, c'est un décret. Oui, je pense que c'est un arrêté du ministre de l'Intérieur qui a dissous le PASTEF. Tout à fait. Ben, écoutez, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome. Ben voilà. Bon, donc il y a un parallélisme. Le jour où il mettait son mandat de dépôt. Voilà, c'est un parallélisme de forme. C'est facile, ça. De dire, comment on peut régler ce problème? Mais le PASTEF avait introduit un recours au niveau de la Cour suprême, je crois. Tout à fait. Bon, donc, il y a des procédures qui sont en cours. Bon, donc, je pense qu'il y a certains qui sont spécialistes des difficultés. Et des choses simples, qui sont diplômés peut-être pour ça. Bon, des choses simples, il faut le voir simple, en toute simplicité. Il est facile de dire, écoutez, oui, on rétablit, on s'est trompé. Bon, là, il y a le pardon, on nous a parlé de pardon. Le président est allé très loin, puisqu'il a dit que même l'amnistie peut même effacer les crimes. Mieux dans le communiqué, avant dans le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au ministre de la Justice de hâter un peu sur ses projets, je ne sais pas. Bon, on attend de voir. On attend de voir, mais je veux dire qu'il l'a prononcé hier. Oui, absolument. Et ce qui est vrai d'ailleurs, puisque c'est pour ça que je dis que, écoutez, sur tout ce qu'il avait dit, c'est ce qui m'a semblé le plus fort en termes de message, c'est le terme pardon, puisque c'est le terme qu'on retrouve dans tous les textes fondamentaux, que ce soit dans l'islam, le christianisme, etc. et tout, on retrouve ce terme de pardon. Donc, lorsqu'un président musulman s'adresse à une société à dominance musulmane pour dire, écoutez, nous allons nous pardonner. Ça veut dire qu'il a se pardonné, il a aussi demandé le pardon de l'autre. Bon, donc, c'est pas passé, à mon avis, inaperçu. Ça a été pris avec beaucoup plus de responsabilité. Et je pense que ce n'est pas un message auquel mon client sera insensible. Mais est-ce qu'on devait en arriver jusque-là pour notre démocratie, le Sénégal? Parce que je me dis qu'entre mars 2021 et jusqu'en 2024, tout récemment, il y a eu 4 morts lorsqu'il a décidé du report des élections. On ne peut plus organiser une manifestation sans mort d'homme. Avec tout ce que le Sénégal a représenté sur le plan démocratique, est-ce qu'on devait en arriver jusque-là? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je l'ai dit le jour où... Tout ça pour ça, effectivement, quels que soient les intérêts que certains estiment pouvoir tirer de cette situation de pourrissement, je pense avoir eu à le dire une fois. Je ne sais pas sur quelle chaîne, mais j'étais invité ici. J'ai dit, écoutez, lorsque je vois tout ce qui se passe, je me pose la question. Mais qui ont intérêt à ce que le Sénégal tombe? Vous voyez? Mais qui a intérêt à voir le Sénégal sombrer?
Bon, il y a certains qui disent, bah, écoutez, il y a des éléments extérieurs, etc. Mais non, moi, je suis désolé. Bon, lorsqu'on prend une décision de reporter une élection, ce n'est pas un élément étranger. Ça, c'est une décision qui vient de celui qui incarne l'autorité. Vous voyez, l'autorité suprême de ce grand pays. Lorsqu'on prend une décision de dissoudre PASTEF, ce n'est pas un élément étranger qui dissout PASTEF. Lorsqu'on décide... Pas des forces obscures ou des forces occultes. Oui, voilà, on parle de forces obscures, c'est le fondamentalisme, etc. Et tout. Moi, je dis c'est complètement faux. Et qu'il y ait des gens de l'extérieur qui tirent des ficelles, ça a toujours été comme ça, hein, partout. Mais c'est l'autorité sénégalaise qui est seule apte à prendre la décision qu'il estime nécessaire, appropriée dans l'intérêt de ce pays, de ce grand pays. Bon, donc, non, il ne faut pas chercher l'étranger pour justifier notre propre turpitude, vous voyez. Et donc, c'est pour cette raison que j'estime que non, la décision qui a dissous, que nous contestons, qui a dissous PASTEF, c'est une décision qui a été prise par une autorité sénégalaise. Il n'a qu'à rétablir PASTEF dans ses droits. L'autorité, toutes les manigances qui ont été prises contre mon client Ousmane Sonko relèvent de la compétence des autorités sénégalaises. Lorsqu'on a décidé de, malgré la décision rendue par Ziguinchor, malgré la décision rendue par le tribunal de Dakar, malgré la position de la Sénat, qui a dit qu'il faut donner à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Je suis désolé, ils ne sont pas des éléments étrangers. Et lorsque je parle que la situation actuelle, c'est une situation préméditée, ce n'est pas une situation qui est tombée par hasard comme ça, mais c'est une situation préméditée. Bah, il suffit de voir tout ce qui s'est passé depuis 2021 pour arriver jusqu'à maintenant. Lorsque vous voyez quelqu'un qui comparaît devant le tribunal de Dakar pour histoire de diffamation, on lui donne un délai d'1 mois pour faire appel, qu'on ne laisse même pas le délai d'1 mois s'écouler avant d'audiencer le même dossier en appel. On ne lui donne même pas le temps pour lui de réfléchir ce qui est prévu par le texte, de réfléchir pour savoir s'il faut interjeter appel ou non de la décision de première instance. Et puis après, 1 mois après, on audience une affaire criminelle concernant la même personne. Bon, je veux bien que l'étranger porte la responsabilité de tout ce qui se passe ici au Sénégal, mais il y a une situation qui est préméditée et ceux qui sont à l'origine de toute cette situation doivent en tirer les conséquences. Et puis après, bon, le Sénégal, bon, tant mieux pour le pays. Il y a une visibilité internationale, il y a une visibilité africaine, et l'Afrique ne peut pas rester indifférent par rapport à la situation du Sénégal. Il y a certains qui pensent qu'il suffit que je dise que je suis sénégalais, ça ne vous concerne pas, qu'on va se taire. Non. On ne peut pas se taire. On a remarqué pour la première fois, le président en a souffert parce que hier, visiblement, quand il répondait à la question de son lynchage médiatique sur le plan international, il était très en colère. Il dit « je ne mérite pas ça ». Mais aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas vivre en vase clos. Non, le Sénégal n'a jamais vécu non, comme ça. Le Sénégal a toujours été un pays ouvert et puis accueillant également. Bon, tout ce que je dis, je l'ai dit sans doute. Vous l'avez remarqué, hein, lorsqu'il s'agit de choix, de combats internes, etc. Moi, je ne peux pas, malgré la sympathie et la fraternité que je bénéficie, je ne peux pas me permettre de m'immiscer sur certains points, puisque je pense que ça relève de la souveraineté du pays. Mais lorsque j'interviens, c'est parce que, bon, il y a un client qui est là et que je dois, avec fermeté, m'associer à la défense convenue avec tous mes autres confrères pour défendre avec fermeté et pugnacité les intérêts de mon client, Ousmane Sonko. Mais en tant qu'Africain, je ne peux pas rester indifférent. Absolument. Panafricain engagé, je ne peux pas rester indifférent, puisque pour nous, les Africains, surtout des pays francophones, Sénégal a toujours été un pays de référence et qui inspire d'autres pays également. Donc on ne peut pas rester indifférent. Il suffit de en plus que vous avez créé des PASTEF en Afrique un peu partout. Vous l'évoquiez la dernière fois lorsque vous étiez de passage. Tout à fait. Il y a PASTEF Africa qui est présent dans différents pays, en Afrique de l'Ouest, ce qui est tout à fait normal. Oui. Mais vous irez jusqu'à Maurice, jusqu'à Madagascar et surtout les Comores, puisque je suis originaire des Comores. Il y a PACTEF Comores également, Ridja PACTEF Comores, puisque nous avons voulu donner à ce combat qui est mené par
par mon client, mais qui est aussi un frère puisque c'est un panafricain, donner à son combat une dimension, restituer à son combat sa vraie dimension, qui est une dimension africaine. Bon, c'est pour cette raison qu'il n'est pas seul. Et Pastef n'est pas isolé, mais Pastef, il est soutenu partout en Afrique. Et il suffit de voir tous les chanteurs, tous les chanteurs africains. Chacun. Oui, bon, donc je veux dire que bon, ils ont cru bien faire, mais ils ont vraiment bien fait. Et ils ont vraiment bien fait, puisqu'ils ont fait naître un vrai leader politique qu'il était déjà, mais qui s'est encore beaucoup plus renforcé. Je peux vous dire que je vois mon client régulièrement. Comment il je l'ai vu avant. Comment il vit avec le recul? Parce qu'en prison, c'est vrai, vous avez la télévision. Comment il est en train de vivre tous ces événements? Moi-même, j'étais en prison. Oui. J'ai déjà été en prison. Oui, parfois aussi. Moi-même, j'ai déjà été en prison. J'ai fait je ne sais pas combien de gardes à vue. D'accord? Bon, voilà. J'ai été bastonné, reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. Je sais ce que c'est. Vous ne pouvez pas sortir de ces épreuves comme si rien s'est passé. Il y a quelque chose quelque part qui vous change et tout, etc. Ousmane Sonko que j'ai vu avant, Ousmane Sonko que je visite, a encore franchi des paliers. Vous voyez? Il y a sa spiritualité s'est encore renforcée. Et je pense que, et d'une sérénité, mais exemplaire. Sérénité exemplaire, il était détaché depuis longtemps de tout ce. Bon, c'est vrai que c'est un leader politique, il a déjà été candidat, il est encore candidat. Il est maire, donc lorsqu'on dit qu'il n'est pas attaché au pouvoir, certains me disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est détaché de tout ce qui est mesquinerie, puisqu'il sait qu'il a un rendez-vous avec un destin national. Et le destin d'une génération de Sénégalais et d'une génération d'Africains repose sur ses épaules. Et ça, il en est conscient. Et je pense que c'est l'une des choses qu'Ousmane Sonko a tiré comme profit de sa détention provisoire. Ces épreuves, c'est un enseignement. Ça te renforce. Oui, c'est un enseignement. Toutes ces épreuves. Et bon, il suit le chemin. Un grand chemin, un long chemin qui construit, qui consolide, qui vous permet aussi de revenir sur certaines choses. Et puis, non. Je pense qu'ils ont cru, ils pensaient lui faire du mal. Mais moi, je suis de ceux qui lui disent régulièrement, écoute, ils t'ont rendu service, puisqu'au moins, tu redécouvres l'homme que tu es, tu te découvres, et ça te permet aussi de voir aussi l'adversaire, ou bien vos adversaires, ou bien ceux qui pensent que vous êtes leur ennemi, mais vous n'êtes pas l'ennemi de personne. Eux, ils vous prennent comme un ennemi, mais vous êtes... eux, ce sont vos adversaires politiques, et qui peuvent demain ne pas être vos adversaires, puisqu'après tout, il s'agit de la politique. Bon, donc, et puis, vous êtes dans un pays, c'est un pays, quand même, le Sénégal, qui cultive aussi tout ce qui est nuance, modération, etc., etc. Ça aussi, c'est très, très important, puisque dans un conflit, enfin, ce n'est pas un conflit, mais une crise, puisqu'il y a une différence entre un conflit et une crise. Là, on est en pleine crise. Il faut... on n'a pas encore la solution, même d'ailleurs. Voilà, qu'on n'a pas encore la solution. Donc, il faut, effectivement, comme le disait le président Senghor, il faut cultiver la nuance. Lorsqu'on est en pleine crise comme ça, il faut cultiver la nuance et faire attention de ne pas être sûr de soi. Alors, on a pris un arrêté pour dissoudre le PASTEF, mais ce qui est extraordinaire, comme disent les observateurs, on a comme l'impression que l'ex-PASTEF est plus fort que le PASTEF d'antan. Ils ont réussi à avoir un candidat, ils ont réussi à être stratégique, à avoir un candidat, et puis au-delà de cela également,
Bassirou est en train d'avoir beaucoup de soutien. C'est quand même extraordinaire. Hein? Oui, puisque c'est ça, un grand parti, au fait. Puisque la plupart des gens, si j'ai bien compris, en tant qu'observateur, et puis avocat de PASTEF, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce parti, l'adhésion que bénéficie le parti, c'est une adhésion par rapport à une vision, par rapport à un projet. Je pense que c'est l'une des réussites politiques de M. Ousmane Sonko. C'est l'une de ses réussites, d'avoir réussi à faire converger les Sénégalais sur un combat, sur un projet, sur une vision. Donc il y a une convergence de la majorité des Sénégalais sur une vision, sur un projet, qui est incarné par un homme, c'est vrai, mais il n'est pas le seul, la preuve. Voilà. Bon, donc ça, à mon avis, c'est une réussite politique exceptionnelle. Exceptionnelle. Et c'est rare de voir des partis politiques réussir une telle capacité de mobilisation à travers un projet. Bon, ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est un des services qu'Ousmane Sonko a réussi à rendre au Sénégal. Et puis en Afrique également, puisque, comme je dis, il y a des PASTEF un peu partout. J'espère que ceux qui sont candidats à incarner PASTEF dans leur pays respectifs sauront rester dans ce cadre, dans cet esprit, puisque moi, je suis de ceux qui vont être encore l'avocat de cet esprit partout en Afrique. Puisque nous en avons besoin. Nous avons besoin, dans nos différents pays, avoir cet esprit, puisque nous avons des défis, mais colossaux, partout en Afrique, à relever. Donc, il nous faut un socle des valeurs, un socle des principes sur lequel nous devons, tous les Africains, les peuples d'Afrique, converger. Et si ça vient du Sénégal, tant mieux. Et de mon client, encore extraordinaire. Voilà. Mais Maître Saïd Larifou, on ne peut pas vous avoir sur notre plateau sans évoquer la situation politique de votre pays. Hein? Très compliqué. Très, très compliqué, puisque nous avons un dictateur. C'est vraiment un dictateur. Le mot, je le choisis non pas par plaisir. Jusqu'à présent, vous n'avez même pas la possibilité d'aller dans votre pays. Non, je n'ai pas la possibilité, mais je me rendrai très prochainement, Inch'Allah. Et puis, bon, on verra ce que Dieu nous réserve. Mais il faut y aller, et j'irai, Inch'Allah, le plus tôt possible. Mais j'ai d'autres chats à fouetter ailleurs, puisque, bon, il faut accompagner mon client ici, avec mes confrères. Et puis j'ai aussi un client que je défends en Mauritanie, c'est M. Biram également. Biram D. Voilà, je connais très bien. Voilà, qui vit une situation un peu compliquée en ce moment, puisqu'il y a une plainte qui vient d'être déposée contre lui pour des propos diffamatoires qu'il aurait tenus. Et son immunité parlementaire a été levée à une vitesse TGV, vous voyez, dans la perspective des échéances présidentielles prévues au mois de juin en Mauritanie. Et c'est lui qui est le président de la Mauritanie actuelle, c'est le futur, enfin, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Vous voyez, comme quoi l'Union africaine qui était entre les mains d'Azali, qui a fait des Comores encore un royaume à ciel ouvert, a confié les rênes de l'Union africaine au président mauritanien, qui est lui-même aussi candidat aux prochaines élections présidentielles en Mauritanie. Et donc, j'attends m'occuper un peu de ces dossiers avant de me rendre aux Comores. Bon, donc, Azali n'a pas été réélu. Azali a opéré un coup d'État électoral. Les membres de la CENI, là-bas chez nous on parle de CENI, ici c'est la Sénat, certains membres commissaires de la CENI ont fait des témoignages pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection, que nous avons eu des consignes de tout faire, d'avoir des doublons d'urnes, des bulletins et puis des fiches pour substituer aux fiches qui étaient présentées au grand public et puis aux urnes également. Nous avons vu des images des maires en fonction, en exercice, qui sont allés dans les urnes pour glisser des paquets d'enveloppes, etc. Enfin, il n'y a pas eu de bourrage d'urnes à ciel ouvert. Bon, donc,
Lorsque la CENI a eu à prononcer des résultats provisoires, ils n'avaient pas tous les bulletins, enfin tous les résultats, les procès-verbaux. Lorsque la CENI décide de prononcer des résultats provisoires, il y a une assemblée des membres de la CENI pour entériner le résultat. On ne sait même pas d'où venait le résultat qui a été prononcé par le président de la CENI. Ça, c'est l'un des commissaires qui le dit. Et donc, effectivement, lorsque les résultats provisoires avaient été prononcés, et on dit comme quoi Azali a été élu à 64%, si je ne me trompe pas, et réélu à 64% pour combien? Le taux de pourcentage, c'était 16%. Le taux de pourcentage. Et puis, bien sûr, les candidats de l'opposition ont fait appel, enfin, ils ont saisi la Cour suprême, et la Cour suprême, on ne sait même pas sur la base de quoi, est revenue sur le taux de pourcentage, le taux de participation, en disant que non, ce n'est pas finalement 16%, mais c'est 54% de participation. Et puis, il a été réélu à 57, si je ne me trompe pas. Et puis on dit, mais oui, mais sur la base de quoi? Quels sont les éléments vous permettant de dire que ce n'est pas 16%, mais 54% de taux de participation? Et c'est la première fois, et c'est rare pour que ce soit souligné, c'est rare, il faut le souligner vraiment avec force, puisque l'Afrique du Sud, qui est un partenaire des Comores, les Américains, l'Angleterre, l'Union européenne, et puis je ne me rappelle plus, les Nations Unies, ils ont demandé, chacun de son côté, ils ont fait des communiqués pour demander transparence des résultats. Et jusqu'à maintenant, on ne sait même pas sur la base de quoi ces résultats ont été prononcés. Et les candidats m'ont pris comme avocat. Donc j'étais la semaine dernière en Afrique de l'Est, puisqu'il fallait saisir la SADC, c'est l'équivalent de la CEDEAO chez vous. Et puis, il fallait saisir la Cour africaine des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme. Il fallait, puisque l'Union africaine, l'Assemblée générale, c'était à Addis Abeba la semaine dernière, saisir la conférence des chefs d'État et puis des gouvernements de l'Union africaine pour dire, écoutez, comment vous pouvez accueillir un monsieur comme ça pour dire qu'il a été réélu, alors que vous savez tous qu'il n'a pas été du tout réélu, etc. Vous voyez ce qui s'est passé. On leur a fourni un certain nombre d'éléments. Bon, donc, officiellement, à la demande de l'opposition, j'ai demandé au niveau de la communauté internationale, au niveau de certaines instances, à ce qu'une enquête indépendante soit ordonnée pour savoir exactement la vérité sur le scrutin du 14 janvier. Et à la demande des candidats, qui sont mes clients, j'ai initié une démarche tendant à organiser des états généraux pour des nouvelles élections aux Comores. C'est une démarche qui est initiée aux Nations Unies, puisqu'il y a le département politique des Nations Unies. Mais sous le contrôle des Nations Unies peut-être, ou bien... Oui, voilà, ce sera sous le contrôle. Bon, donc j'ai initié une requête devant le département d'État, enfin pas département d'État, département politique, des affaires politiques auprès des Nations Unies. Nous avons saisi l'Union européenne, qui est quand même un partenaire des Comores. Nous avons demandé à l'Afrique du Sud, puisque c'est le pays leader de chez nous. Et puis, j'ai demandé au tribunal de la SADC également d'ordonner une enquête. Bon, nous osons espérer qu'il y aura des états généraux pour des nouvelles élections au Comores, mais en tout cas, la dynamique, elle est initiée par mes clients. Et vous savez, chez nous, c'est rare, mais bon, nous, on s'inspire de ce qui se passe ailleurs. En ce moment, nous sommes en train de préparer des pétitions nationales des électeurs comoriens pour dire non au coup d'État électoral. Donc Azali dit qu'il a été élu par 54% des Comoriens. Ben, nous allons nous retrouver avec des pétitions signées par à peu près 70, voire même 90% des électeurs comoriens vont signer la pétition pour dire qu'on n'a jamais élu Azali. Bon, donc c'est une démarche aussi démocratique que nous engageons pour justement contraindre Azali à venir s'asseoir autour de la table pour trouver une solution, puisqu'on ne peut pas encore, chers frères, subir le coup d'État électoraux d'Azali. Il en est au combien? Il a fait un coup d'État militaire, 2 coups d'État électoraux. Là, il veut nous prendre encore un 4e bébé. Bon, donc nous, on dit trop, c'est trop. Il faut mettre fin à cela. Mais au-delà des Comores, moi, je souligne en tant qu'Africain, je souligne avec tristesse cette répétition de coups d'État institutionnels opérés par nos différents dirigeants.
il donne un spectacle, mais une image pitoyable pour l'Afrique, très négatif. C'est un message très négatif à la jeunesse africaine. C'est comme s'ils sont en train d'apprendre à la jeunesse africaine comme quoi il faut tricher, il faut violer les textes pour se maintenir au pouvoir, pour se faire élire. Mais ils sont plus même que les putschistes avec leur treillis. Parce qu'au moins, les putschistes avec le treillis assument. Voilà. Voilà la différence. Ils assument. Non, mais ce qui est extraordinaire avec eux, c'est qu'ils ont un syndicat des dictateurs. Vous voyez, je pense qu'il faut dire les choses clairement. Ils ont un syndicat des dictateurs. Et ce qui est très dangereux pour l'Afrique, c'est que ces différentes organisations régionales, je parle de la CEDEAO ici, je parle de la SADC, voilà, la SADC chez nous et d'autres organisations régionales. Et puis au niveau du continent, nous avons l'Union africaine. Ces organisations, c'est là où ça devient dangereux et compromettant pour notre avenir, c'est que ces organisations sont des références des organisations internationales. Lorsqu'elles envisagent, ou bien des grandes puissances, lorsqu'elles envisagent d'opérer en Afrique, de trouver des interlocuteurs en Afrique, il est tout à fait normal qu'ils s'adressent à ces différentes institutions africaines et panafricaines, régionales, qui n'ont qui ne soucient en réalité pas du tout, mais de l'avenir de notre continent et puis des populations. Moi, je suis de ceux qui militent, ceux qui travaillent. Non seulement il faut militer, non seulement il faut le dénoncer, mais il faut aussi avoir aussi cette capacité de faire des propositions. Moi, je pense que l'avenir de l'Afrique doit passer par des organisations dirigées par des gens issus des urnes. Vous voyez, il faut que ceux qui sont dans les institutions régionales et au niveau continental également, il faut élire ces gens-là. Ils n'auront aucune responsabilité envers qui que ce soit qu'envers ceux qui les auront choisis. C'est très très important de réformer les modes, la gouvernance des organisations régionales. Vous voyez la SADC, comment on appelle ça, la CEDEAO, où est-ce qu'elle en est? Aujourd'hui, la CEDEAO était la seule. Moi, j'étais atterré lorsqu'on est allé devant la CEDEAO pour défendre le cas de notre client, M. Ousmane Sonko. La CEDEAO a osé dire qu'au Sénégal, il n'y avait pas atteinte aux droits de l'homme, que le droit de M. Ousmane Sonko n'était pas du tout bafoué, etc. Ils sont allés jusqu'à l'insulter. Vous voyez maintenant le résultat? C'est le président qui était, à l'époque, c'était la maison ivoirienne qui a mis Alassane Ouattara, qui est l'ami de... Et c'est valable, voilà, dans d'autres, c'est valable également. Allez-y devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous pouvez faire toutes les gymnastiques juridiques que vous voulez, mais bon, c'est un hors-méta, quoi, entre des gens qui se soutiennent entre eux et qui n'ont rien à cirer de tout ce qui est droits de l'homme, alors que les textes sont là. Il y a la charte africaine des droits de l'homme, de démocratie et des élections. Donc, qui astreint les États africains à organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, mon œil. Bon, mais il faut, c'est pas parce que ces instances ne fonctionnent pas comme il faut qu'il faut aussi croiser le bras. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu, avec des confrères, à nous y rendre devant ces juridictions pour dire, écoutez, vous allez assumer vos responsabilités. Et si vous ne le faites pas, sachez qu'il y a une nouvelle génération d'hommes et des dirigeants africains qui aspirent à ce que ce continent assume ses responsabilités. On ne les laissera pas tranquilles, ces gens-là. Ça, il faut qu'ils en soient conscients, qu'on ne les laissera pas tranquilles. Et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent, nous humilier, nous rendre je ne sais pas quoi, mais on ne baissera pas le bras. Et ça relève aussi de notre responsabilité. Et nous ne pouvons pas, nous voulons, comme les autres continents, nous voulons devenir un continent qui aspire à la démocratie, à la bonne gouvernance, etc. Sinon, il n'y aura pas de développement. Comment pouvez-vous, chers frères, admettre qu'aucune organisation, soit régionale ou bien au niveau panafricain, qui prend avec sérieux et responsabilité le problème des migrants, alors que c'est un problème qui touche toute l'Afrique. Et les migrants africains qui circulent en Afrique sont astreints quelquefois à des humiliations en Afrique déjà. En Afrique, oui. Déjà. Dans le désert libyen. Voilà, donc en Tunisie, en Libye, en Algérie, etc. Et tout. Moi, une fois, j'étais parti défendre des compatriotes comoriens au Kenya. Moi, j'ai vu des jeunes femmes comoriennes venir au tribunal avec des menottes. Des menottes.
Alors que, bon, il s'agit, je ne vais pas dire qu'elles avaient raison, mais bon, elles voulaient franchir des frontières pour aller en Europe. Bon, elles étaient déjà doublement victimes d'un régime dictatorial, et puis victimes, ils ont été rançonnés aussi par des structures criminelles. Bon, donc voir des jeunes femmes comme ça venir Qui font dans le comparaître, trafic des migrants. des migrants, se faire juger en Afrique avec des menottes, des femmes, par une juge africaine, une femme africaine qui juge des femmes africaines comme elle, à menotter. Je dis non, moi en Europe, partout où je suis allé, j'ai jamais vu quelqu'un comparaître devant un tribunal avec même les pires criminels. Donc, soit vous les démenotez, ou bien moi je m'en vais. Bon, donc, c'est pour vous dire que déjà, on a un problème ici. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut, par rapport à tout ça, un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle lecture de notre propre situation, de notre propre histoire pour aller de l'avant. Il y a des pratiques qui doivent être mises en difficulté, voire même bannies. Bon, donc, il faut pour cela une nouvelle génération d'hommes politiques et qui sont conscients de leurs responsabilités. Et moi, je vois ici pour le Sénégal, vous avez l'homme qu'il faut, c'est Ousmane Sonko. Dans d'autres coins aussi du continent, il y a ceux qui sont là, qui sont engagés en politique, non pas pour s'enrichir, mais qui sont engagés en politique pour réaliser des projets, pour dégager une vision, tracer le chemin pour les générations futures. C'est très important. Voilà. Alors, maître, merci beaucoup. Ok, merci pour l'invitation. Je vous remercie d'abord d'être très disponible à chaque fois que vous êtes au Sénégal pour venir partager avec nous vos réflexions et nous parler un peu de la situation de votre client Ousmane Sonko, de nous parler aussi de la situation de votre pays, mais de manière plus globale, de nous parler des problèmes de l'Afrique. Merci beaucoup, maître. Alors, chers followers de Dakar Matin, je vous donne rendez-vous très prochainement, mais vous pouvez suivre juste après la conférence des candidats, des 16 candidats qui ont refusé de répondre à l'appel du président Macky Sall pour un dialogue le lundi. Et puis, nous, on suit l'actualité pour voir son évolution et puis éventuellement, le lundi, qu'est-ce qui va sortir du dialogue préconisé par le président Macky Sall. Merci et à très bientôt.